Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Ce travail a débuté avec les recherches entreprises sur le terrain afghan à partir de la fin du siècle dernier, et s'est poursuivi avec des interrogations devant les variations sur le thème du voile au Moyen-Orient, pour terminer avec quelques brèves considérations sur leur présence en France. Je me suis intéressé en premier lieu, dans mes travaux sur l'Afghanistan, aux dimensions sociales et culturelles repérables dans l'histoire de la burqa ainsi que ses pérégrinations transfrontalières. Objet de circulation, il engrange une pléthore de significations variables pour accumuler une complexe charge politique. Ensuite, la question que je me suis posée est comment, en l'espace de 15 ans, la burqa, une des formes les plus anciennes du voile intégral, après avoir été l'objet de toutes les condamnations en tant que symbole de l'oppression des femmes, en est venue à représenter le contraire dans des cercles qui prétendaient tout autant soutenir les droits humains en 2016 qu'en 2002. Ainsi le cas d'Amnesty International et de la Ligue des droits des hommes qui s'insurgeaient, au nom des libertés personnelles, contre l'interdiction du port du voile intégral statuée par l'Union européenne en 2014. En France, le débat reste très vif, comme l'a remarqué Joan Scott. La crispation maximale de la part de l'État concernant le voile dépassant est de très loin toute semblable réaction dans les autres pays occidentaux. Ensuite, je me suis intéressé à l'intégration progressive de cet élément de costume dans l'univers commercial de la mode contemporaine, sur les podiums des grands couturiers comme au niveau de la rue, provoquant à nouveau des réactions démesurées d'une certaine classe d'intellectuels français. Ce segment du marché en pleine expansion est surtout destiné, comme nous le verrons, à une clientèle musulmane jeune qui revendique simultanément le droit à une identité religieuse visible, ainsi que le désir de faire montre de leur appartenance à une modernité vestimentaire à la fois appréciée par tous leurs contemporains et distincte de la génération de leur mère. Au début de cette recherche, je me trouvais dans la zone frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan en tant que chercheur en sciences sociales, mais aussi engagé dans un projet d'aide humanitaire avec un groupe féministe avec qui je correspondais depuis la fin des années 1990. Il s'agissait de RAWA, The Revolutionary Association of the Women in Afghanistan, tout à fait unique dans son genre. C'était au plus fort des années dominées par les talibans, et ces courageuses jeunes femmes s'infiltraient dans les villages en Afghanistan pour enseigner la lecture, l'écriture et la réflexion indépendante à leurs contemporaines. Elles faisaient de même dans des camps de réfugiés à la frontière avec le Pakistan, où je devais séjourner à plusieurs reprises de 2001 à 2005. Cet essai fera référence à deux d'entre eux, voisins, tous les deux dépourvus de statut officiel, ne figurant pas dans le registre du UNHCR, l'antenne des Nations Unies s'occupant spécifiquement de réfugiés. Le premier, le camp de Kewa, était dirigé par RAWA qui véhiculait un projet de société égalitaire unique que j'ai décrit ailleurs. À côté se situait Sharwali, antenne des talibans à la discipline très stricte. Cependant, après avoir été ennemis pendant des années, les directions des deux camps se sont rapprochées, et de plus en plus d'enfants de Sharwali ont profité de l'école installée dans le camp progressiste. Aujourd'hui, en 2016, les deux camps sont officiellement fermés. La plupart des jeunes que j'ai connus sont rentrés en Afghanistan, d'autres poursuivent des existences clandestines au Pakistan ou ailleurs. Avant la destruction des tours jumelles à New York, 11 septembre 2001, le sort des femmes sous le régime taliban n'intéressait pas grand monde. Mes correspondantes de RAWA m'avaient même envoyé un film tourné par une d'entre elles au risque de leur vie, qui présentait l'exécution d'une femme dans le stade de Kaboul. J'ai tenté de le montrer à Paris, et les responsables d'une chaîne de télévision que je rencontrais décrétèrent ce document pourtant unique, trop mal filmé pour les intéressés. J'avais beau accentuer les risques pris pour réaliser ces images et les envoyer en France, cette silhouette intégralement drapée de bleu, rudoyée, bousculée qui s'effondre dans la poussière sous les balles des bourreaux, n'était pas jugée digne d'intérêt. La situation a changé du tout au tout le jour où l'Occident fut directement attaqué. Ces cadrages tremblants maladroits ont fait le tour de la planète, sans que mes amis n'en vissent le bénéfice, qu'il soit dit en passant puisque d'autres s'en approprièrent pour leur propre gloire financière tant que mondaine. C'est ainsi que la burqa bleue, à cette époque, est devenue un logo mondialisé pour exprimer toute la souffrance infligée aux femmes en Afghanistan, et par implication et en bloc le restant de l'espèce féminine musulmane. Pas n'importe quelle souffrance,
celle nécessairement infligée par des hommes obligatoirement brutaux et primitifs. Les effets de la guerre, de la misère, le rôle des États-Unis dans la radicalisation de l'Afghanistan et la frontière pakistanaise sont gommés d'un coup, tout comme les considérations sociales et économiques concernant les populations touchées. Dans un nombre de milieux populaires pakistanais, l'attentat à New York est accueilli comme une revanche du destin. Un contingent important de nouveau-nés reçoivent le prénom Osama. Des t-shirts et posters représentant Bin Laden sont mis en vente dans les bazars frontaliers, pour être retirés une fois que les journalistes commencent à affluer. À des milliers de kilomètres, le président Bush, flanqué de son acolyte britannique Tony Blair et rejoint par leurs épouses, nous y reviendrons, décrète en grande pompe que le but de l'opération militaire en Afghanistan serait bien le sauvetage des femmes afghanes, de qui, de quoi ce n'est pas précisé. De façon tout à fait opportuniste, il reprend en le banalisant un certain discours féministe, jusqu'ici minoritaire et peu entendu, qui critique l'oppression des femmes par les talibans. À présent, les libraires exposent des parterres entiers de visages grillagés, verrouillés de bleu, victimes que chaque lectrice sauve à sa façon en soutenant le bien-fondé de ce nouveau conflit. Toute critique féministe approfondie est balayée au profit du sensationnalisme qui sert à renforcer l'effort de guerre légitimé par cette propagande, et non pas un examen plus scientifique sur la condition des femmes en Afghanistan prenant en compte un maximum de paramètres. Un recours aux anthropologues et aux historiens aurait pu avoir des effets bénéfiques pour les décideurs venus de loin, comme la population censée en bénéficier sur place. L'intervention militaire et humanitaire, avec la banalisation médiatique de la burqa, s'accompagne d'un regard désapprobateur sur les pratiques des populations musulmanes immigrées, en particulier aux États-Unis. Le soupçon d'entretenir des sympathies envers la nébuleuse Al-Qaïda pèse souvent sur elles. Si elles ont la tête couverte, les femmes sont considérées victimes de pratiques abusives, même à leur insu. Les médias populaires surenchérissent sur la notion de confrontation irréconciliable des cultures, se fondant sur les théories de l'Américain Samuel Huntington, cité à tour de bras. Ce discours reprend celui des idéologues de l'Empire britannique, cette construction d'une altérité musulmane naturellement ennemie de toute la civilisation incarnée depuis les croisades par l'Occident chrétien. Edward Said et Leila Ahmed ont longuement décrit ces mécanismes de domination. Comme le résume cette dernière, se référant à l'Égypte à la fin du XIXe siècle. Aux yeux des Occidentaux, le voile était devenu le marqueur le plus visible de la différence et l'infériorité des sociétés islamiques, le symbole de l'oppression des femmes ou, selon les termes de l'époque, leur dégradation par l'islam et l'arriération de l'islam en général. Le statut des femmes fut la cible d'une attaque ouverte par les forces coloniales, et le fer de lance de l'assaut sur les communautés musulmanes. À la différence des Britanniques de l'ère impériale, George Bush et l'OTAN n'ont pas fait preuve de véritables projets de société dans la durée, si ce n'est l'instauration du capitalisme libéral destiné à transformer la citoyenne afghane en consommatrice des produits d'une économie globalisée. Certaines anthropologues s'indignent, Lila Abu-Lughod en tête, dès 2002, avec un article devenu célèbre, où elle se demande si les femmes musulmanes ont réellement besoin d'être sauvées. D'autres, tels que Saba Mahmoud, soutiennent que la liberté réelle se définit par le droit au choix, fût-ce dans le sens de l'aliénation. Toutes reprennent les textes fondateurs de la sociologue marxiste indienne Gayatri Spivak au début des années 1980, qui mettent en avant la notion que les subalternes ne peuvent pas parler, que les paroles des autres, les hommes blancs, les colonisateurs, substituent, en se les appropriant, à l'expression des besoins des principales intéressées, d'où la fameuse formule « White men saving brown women from brown men ». À cela s'ajoute l'imposition de normes occidentales de progrès qui s'inscriraient dans une politique d'aide, que ce soit durant l'ère coloniale comme dans les guerres menées par l'Occident jusqu'à aujourd'hui qui exonéraient les bienfaiteurs, ou supposait-elle, d'abus perpétrés au nom de l'assistance. Quel est le modèle de remplacement offert à la population voilée afghane, au début du nouveau millénaire? L'autonomie financière et la réalisation de soi qui caractérise l'idéal occidental bourgeois, avait été absorbée dès les années 1970 par le discours féministe américain pour être intégré dans l'offre humanitaire en Afghanistan. Les aspirations du Generation narcissique, selon le terme du critique new-yorkais Tom Wolfe,
constitue-t-elle une véritable libération pour les femmes musulmanes en général et les Afghanes en particulier? L'absence de réflexion autour de cette problématique explique largement l'échec d'une bonne partie des efforts de l'assistance humanitaire en Afghanistan, dans les premières années. Ce n'est que par la suite que l'aide aux femmes a été repensée dans le contexte familial et social essentiel à l'identité féminine locale. De plus, pour Mahmoud, qui vit en Californie et non pas à Riyad ou à Kaboul, le fait de considérer les femmes musulmanes comme des victimes d'une passivité et d'une docilité déplorable extrême constitue un nouveau processus de réorientalisation de la part des féministes. Il n'en a pas fallu plus pour enflammer une bonne partie du monde universitaire, dont la France, pour considérer que toute opposition au voile signifie une adhésion inconditionnelle à la politique de Bush et à tout l'appareil impérialiste, blanc, colonisateur etc. donc irrecevable. Cette attitude perdure aujourd'hui chez certains groupuscules se prétendant d'une gauche extrême, comme les indigènes de la République auxquels nous reviendrons à la fin du présent essai. Comment penser les rapports sexospécifiques de domination sans songer à ce que vivent réellement les femmes dans des pays gouvernés par l'islam politique? Les féministes occidentales sont divisées et semblent trouver un compromis entre une opposition aux abus perçus d'un système patriarcal féroce, comme en Afghanistan, et le maintien d'un soutien aux pratiques individuelles des musulmanes en Occident. Ce qui présuppose un niveau d'autonomie intellectuelle et élimine la question de la domination des femmes, voire la violence à leur encontre, en dehors des pays musulmans. Ce qui fait débat, c'est le lieu de la pratique, à savoir son débordement dans l'espace public à l'intérieur d'une société laïque. Il deviendra de plus en plus difficile de formuler une prise de position féministe, à la fois contre les politiques impérialistes et contre l'oppression des femmes à travers un islam instrumentalisé, surtout si on n'est pas musulmane, sans se faire accuser d'islamophobie, terme que Kofi Annan met à la mode en 2004 dans un discours aux Nations Unies. C'est exactement à cette époque-là, 2003 à 2004, que débute la houleuse controverse de la commission Stasi sur l'application du principe de la laïcité légalisée en France qui se focalise sur le port de ce qu'on appelait encore le foulard musulman. Selon ces termes, sont interdits dans les écoles, collèges et lycées les habillements et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique. Les tenues et signes religieux interdits sont les signes ostensibles. La loi de 2004 et les amendements qui ont suivi butent contre ce qui est considéré répréhensible ou discret donc admissible, serre-tête oui, bandana non, ainsi que les espaces autorisés ou interdits. Bientôt sont stigmatisées toutes les formes de foulard, du plus petit fichu au niqab totalisant. Même si la législation vise les signes religieux visibles, ainsi que les politiques, mais on n'en parle plus, il est évident que ne sont concernées que très marginalement les minorités les plus restreintes, les femmes juives orthodoxes en perruque, les sikhs en turban, les nonnes en cornette ne circulant que de façon exceptionnelle dans les zones urbaines françaises. C'est bien une frange de la communauté musulmane pratiquante qui est concernée, et à l'époque encore limitée. Emmanuel Terray a finement analysé comment cette polarisation sur le foulard s'est mue en véritable hystérie politique, comme pour faire écran à un double échec, celui de l'intégration d'une part et de l'égalité des sexes de l'autre, juridiquement stagnante depuis les années 70. Les deux touchent particulièrement les banlieues les plus défavorisées. Les valeurs claironnées par la patrie du liberté-égalité-fraternité sont clairement démenties par le dur quotidien des cités. Cette législation permet de nourrir l'illusion que l'État s'occupe de ses citoyennes les plus démunies, sans avoir à prendre en charge les lourds problèmes de fond que constituent l'absence de mixité, d'opportunités professionnelles et la réalité d'un sexisme en expansion permanente par le biais de l'industrie pornographique et la publicité, comme des formes fondamentalistes de tous les monothéismes. Les réactions ont été tellement vives que cette législation a eu l'effet inverse de ce qui était préconisé. La loi précisait bien que ces mesures ne s'appliquaient qu'aux institutions publiques, et non pas aux écoles privées. À présent, les établissements scolaires musulmans se sont multipliés dans la région parisienne et aux abords des grandes villes en particulier et paraissent même débordés par la demande. L'intégration des jeunes filles semble doublement menacée puisqu'un phénomène jusqu'ici marginal est devenu la norme respectable, renforçant encore, si besoin était, le communautarisme. Et l'intégrisme que l'on cherchait à détruire par ces mesures
n'a fait qu'augmenter sur fond de mécontentement croissant. Néanmoins, le sens aigu de discrimination a été conceptualisé pour être considéré comme l'expression d'un racisme d'État et le terme islamophobe, utilisé de manière contre-productive, voire abusive, banalisant le concept. À cela s'oppose de façon symétrique la montée d'un racisme pour le coup réellement islamophobe, instrumentalisé à outrance par le Front National et les nombreux groupes d'extrême droite se prétendant les défenseurs de la laïcité républicaine, sans oublier une large partie la droite française. Aux immigrés, définition vague car il s'agit de jeunes Français, se sont ajoutés les réfugiés syriens et afghans à présent diabolisés, parce que supposément porteurs de tous les maux et menaces contre des vestiges d'une civilisation occidentale en plein écroulement. Le tout dans un contexte politique où la France commerce allègrement avec l'Arabie saoudite et a cédé une partie significative de son patrimoine immobilier au Qatar. Contre la clientèle aisée, fût-elle intégriste, voilée de pied en cap et les plus vigoureusement opposée aux droits humains, pas le plus petit grognement. En même temps, force est de constater que le religieux envahit à reculons et sans garde-fou l'espace public, y compris la bien-pensance qui se voudrait émancipée et tolérante. Progressivement, une notion de plus en plus floue de respect de l'autre cautionne la réprobation de toute critique des pratiques religieuses, surtout pour ne pas dire exclusivement musulmanes. D'où les affaires toujours plus nombreuses au sujet des caricatures visant le prophète Mahomet. Une forme de relativisme culturel s'immisce dans le quotidien au nom d'une démocratie de plus en plus molle, qui impose une ouverture à l'Occident, que l'on n'exige nullement en contrepartie de la part des pays qui s'insurgent contre ce qui est perçu comme un abus de liberté d'expression. Si le Pakistan et l'Arabie saoudite ont protesté avec une violence extrême contre les caricatures parues dans Charlie Hebdo, ce n'est pour autant que les puissances occidentales aient tenté de réclamer une forme de réciprocité de bons procédés, par exemple une quelconque tolérance en matière vestimentaire envers d'éventuels touristes occidentaux, et plus encore, la protection des minorités religieuses, en particulier les chrétiens. Jamais la moindre protestation contre l'abondante littérature raciste et antisémite publiée dans le monde arabe. Seule une cynique réelle politique fondée sur l'économie dicte ces comportements contradictoires. Plus que jamais, il faut tenter de comprendre la multiplicité des choix, quand il s'agit bien de choix et non d'une imposition, qui gouverne le port d'un foulard en Occident qui vont d'une décision religieuse dans une société aux normes laïques, l'affirmation de soi dans un milieu raciste et sexiste au refus d'une pression familiale, par exemple, le mariage arrangé, ou la révolte contre la société adulte, y compris celle qui a porté haut et fort le « touche pas à mon pote » durant les années 1980. Peu à peu, le voile et surtout le niqab devient une arme dans une lutte intergénérationnelle contre les parents. Comme le soutient le politologue Olivier Roy, la révolte adolescente, celle d'une deuxième génération de l'immigration ou des convertis, est islamisée pour se muer en cause morale et politique transcendante. Et dans ce raisonnement, le foulard devient le symbole d'une révolte, comme les cheveux longs dans les années 1960. Sauf que son poids politique est bien plus important que celui des hippies, gentiment altermondialistes avant l'heure. Il y a une gradation dans le degré de voile, du fichu coloré au niqab noir totalement couvrant, qui semblerait correspondre au niveau d'acceptation ou de refus d'intégration des normes sociales du quotidien, en particulier ce qui concerne la mixité, par exemple pour les piscines municipales, le sport à l'école ou serrer la main. Si un foulard ne vaut pas un autre, un niqab français équivaut personnellement à celui qui est porté en Iran ou en Irak, en tant qu'implication sur le statut et les droits de celle qui le revêt. La différence, bien entendu, réside dans la possibilité de choix et le degré d'autonomisation qu'il permet. Les Afghanes, saoudiennes ou iraniennes contraintes par la loi au niqab ne pourraient jamais s'en réjouir comme cette adolescente qui raconte son épiphanie sur un site musulman français, celui de la mosquée de Lyon, orthographe et ponctuation d'origine conservée. Ba Abdallah 9, Salam 4, Bismillah, Machallah quel témoignage Uktumosam. Ça m'a fait plaisir Masha'Allah, et ça m'a motivé à témoigner aussi. Alhamdoulilah ça est 3 ans que je porte le sitar. Pour moi hésite entre les avis émis à son sujet à savoir obligatoire ou recommandé. Alors je m'en suis remis aux femmes du prophète, Salahou alayhi wa salam. Comment ont-elles porté le voile ?
Et la surprise, j'apprends que ces femmes portaient le voile facial, alors je l'ai porté walhamdoulilah. Au début, je voyais certaines sœurs le porter, et contrairement à d'autres personnes, je trouvais ce voile très honorable subhanallah et tellement magnifique. J'en étais tombée amoureuse si je puis dire. Le fait que la femme dissimule la partie la plus attrayante et la plus belle de son corps pour ce préserveur. Machallah, 1 an après ma conversion, j'ai porté le foulard avec tunique pantalon. Et là faudrait vous écrire tout un récit tant il est magnifique Masha'Allah lol, puis abaya, puis un voile 1 mètre. 50 et quelques mois après, le djilbab, alhamdoulilah. Plus le temps passait, plus je me sentais nue, sensation inexplicable, peut-être que certaines se reconnaîtront. Alors j'ai commencé à porter le sitar de temps en temps. Ouah, quel bonheur! Non seulement je me sentais comme dans une coquille, préservée de toutes choses, mais aussi très épanouie. J'avais l'impression de planer Masha'Allah, une sensation trop forte Masha'Allah. Alors 1 an après le djilbab, j'ai décidé de porter le sitar il y a de cela maintenant 3 ans Masha'Allah. Réaction de la rédaction à la mosquée de Lyon. Machallah, Machallah, Machallah petite sœur pour ton témoignage qui m'a donné envie de pleurer. Subhanallah si jeune et si déterminée dans la religion. Amt tu es une Qudwa Hasana, le bon exemple, Machallah. Aujourd'hui, une partie la réflexion universitaire à Paris sombre dans un conformisme flasque qui s'empêtre dans des notions de relativisme culturel, où toute critique est accusée d'impérialisme néocolonialiste, destiné à écraser les femmes non européennes. Alors qu'il était quasiment oublié en Iran, Ali Shariati, 1933-77, iranien islamiste anti-occidental a été porté au nu lors de séminaires se disant consacrés sur la réflexion féministe dans une faculté parisienne. Ce filon est repris par tout un courant théorique sur lequel s'est construit ce qui est communément appelé l'islamisme féministe élaboré surtout aux États-Unis, autrement dit très loin de tout village afghan ou ville saoudienne. La réflexion sur la violence contre les femmes, dont les assassinats dits d'honneur, les mariages contraints, l'excision et d'autres abus est désormais abandonnée aux acteurs humanitaires ou alors aux féministes militantes de la vieille école et celles qui ont grandi dans des pays majoritairement musulmans, Tunisie, Algérie, Turquie, Iran, Afghanistan, avant l'irruption forcée du religieux dans toutes les sphères politiques. D'un élément de costume émanant d'un vêtement local, le voile politique est devenu le support d'un texte qui prend en compte des influences d'apparence, superficiellement contradictoires. Celles-ci comprennent les valeurs défaillantes d'une modernité occidentale en perte de crédibilité, le recul de l'émancipation féminine et le radicalisme religieux en augmentation, sur un fond de néolibéralisme mondialisé, incarné ici par le commerce de la mode. Élément fondateur de ce débat emblématique du XXIe siècle, se tient la burqa bleue imposée par les talibans dans les années 1990. Son aboutissement en Europe occidentale a pris la forme d'un voile noir intégral, absolu, exterminateur. Les opacités se chevauchent avec une cohérence alarmante. Dans le présent ouvrage, j'ai voulu remonter aux sources de ce costume qui a mis le feu aux poudres morales et politiques, avant qu'il ne soit repolitisé dans des discours contradictoires, emblématiques de controverses qui n'ont plus rien à voir avec l'Afghanistan, encore moins le sort de ces femmes aujourd'hui, en 2016, sérieusement menacées par l'emprise des nouvelles forces ultra-réactionnaires qui s'engouffrent dans le vide politique laissé par le départ des troupes de l'OTAN. La mort du Mollah Omar, annoncée le 30 juillet 2015, a mené à des confrontations internes dans le mouvement taliban et une montée en flèche de Daesh, l'État islamique autoproclamé, qui attire de plus en plus de jeunes que l'austérité des talibans rebute. J'ai voulu retracer les origines de la burqa afghane, pour l'inscrire dans une tentative de cohérence historique et politique. De plus en plus, au cours de mes voyages, ce qui se révélait une véritable sémantique du voile m'intriguait. En Iran, je me suis mise à observer les jeux et les stratégies d'évitement du tchador obligatoire élaborées par les élégantes qui transforment leur visage en terrain de contestation. La campagne My Stealthy Freedom sur Facebook sera évoquée dans ce but. On y voit des photos quotidiennes de femmes bravant la censure étatique en posant tête nue. Ici, le voile, tenu dans la main et non porté sur le crâne, se transforme en bannière d'opposition. En Turquie, au Kurdistan irakien, en Bosnie, même au Rojava révolutionnaire, j'ai pu constater des variations de foulards qui reflètent des options politiques qui dépassent le terrain purement religieux.
Au Liban, ont été posées les bases d'un nouveau champ lexical où les oppositions entre femmes chiites et sunnites s'expriment par leur manière de nouer leur foulard, quelques centimètres de tissu dépliés de façon spécifique uniquement lisible par les principaux intéressés. En attendant, le voile tourne à la polémique les limites des espaces publics et privés en France. Le débat sur le foulard vire à la controverse sur le niqab intégral, que la France est la première à interdire en 2010. Mais comme nous verrons en conclusion, ce voile à présent tend à perdre une partie de sa signification primitive strictement religieuse pour devenir un signe politique d'affrontement. Affrontement qui se réalise dans l'espace urbain en tant que réponse moderne et militante à une laïcité d'État en France, voire à l'État tout court quand il s'agit de voile intégral. De l'effacement préconisé par la burqa afghane, le voile, le niqab en particulier, est devenu ostentatoire. Même si, de Kaboul à la banlieue parisienne, le corps féminin disparaît tout autant sous l'un comme l'autre, un univers les sépare sur le terrain politique quand même l'existence de celles qui les revêtent serait comparable. La mode adaptée aux besoins de la clientèle religieuse de la jeune génération est devenue un business de taille avec une tendance initialement appelée modeste fashion très en vogue outre-Manche et outre-Atlantique depuis une quinzaine d'années. Celle-ci regroupe les pratiquantes monothéistes, juives orthodoxes, mormones, musulmanes, de façon remarquablement œcuménique dans leur désir d'une mode considérée respectable, autrement dit où toute évocation sexuelle est bannie. Tenterait-elle, par foulards, bonnets et voiles interposés, d'apporter une dimension religieuse pacifique au monde que leurs hommes déchirent? Ou s'agit-il au contraire de l'acquiescement de la domination patriarcale consensuelle sur les corps féminins, ici cachés par des robes longues informes, comparable à celui implicite et normalisé par la presse de mode occidentale et ses icônes hypersexualisées? Les communautés mormones et juives orthodoxes américaines ont depuis des décennies accès à une production vestimentaire conçue selon les normes imposées par leurs pratiques religieuses, vendue en ligne ou dans des boutiques spécialisées, situées dans les quartiers où résident leurs membres. Les emprunts à la mode, comme élément de distinction dans le sens où l'entendait Bourdieu, ne sont nullement absents. La version française, désignée depuis peu par le terme non dépourvu d'ambiguïté de mode pudique, s'adresse exclusivement aux jeunes consommatrices voilées de pied en cap qui revendiquent des pratiques islamistes rigoristes, très éloignées de celles de la génération des parents. Les milieux salafistes font mine de considérer ces produits comme un soutien à la piété, et une citation d'un quelconque expert sert d'article de vente. Ces marchandises, généralement peu onéreuses, sont destinées à celles qui portent le niqab mais dont la piété incorpore néanmoins un désir d'actualisation. Des étalages entiers y sont consacrés dans des foires de l'UOIF et des sites web marchands spécialisés. Ceux-ci se disent en principe destinés aux très jeunes mamans qui chercheraient à attiser le désir tout à fait halal des jeunes papas, tout le contraire des campagnes publicitaires pour la mode occidentale qui s'adressent ouvertement à la consommatrice indépendante, voire célibataire cherchant à séduire. De nombreux indicateurs suggèrent que la clientèle musulmane concernée est bien plus large et le plus souvent célibataire, elle aussi est très jeune. Des sites, des forums et des pages Facebook regroupent de dizaines de milliers d'adhérentes, y compris en France, qui échangent conseils et tuyaux tant pour la mode que la pratique religieuse, dont une bonne partie des collégiennes converties ou reconverties à un islam rigoriste. Le ton des questions, comme celui des recommandations, montre que celles-ci, de toute évidence, ont besoin d'être soutenues dans leur lutte contre leur propre famille. La recherche identitaire qui polarise leur univers s'incarne en premier lieu, le plus visible, par l'habit. Par ailleurs, pour les spécialistes, dont le CDSPI, organisme d'État dédié à la prévention de l'endoctrinement à l'islamisme, le vêtement est le premier accessoire d'identification et de démarcation. Il devient très visible pour marquer la différence, dans le meilleur des cas, pour se couper de l'extérieur la plupart du temps. Ce qui ne signifie pas que toutes les femmes en niqab sont automatiquement des djihadistes en puissance bien entendu, même si leur costume est désormais considéré comme un symptôme du pire. Entre la mode standardisée qui se veut universelle et le marché du niqab, une nouvelle tendance mise en vente par les grandes enseignes est destinée à la jeune génération musulmane et bourgeoise, tout aussi individualiste que leurs contemporaines. Cette offre répond à leur désir de mode et d'intégration à la culture de consommation moderne et branchée,
provoquant au passage en France des réactions très violentes au sein de milieux intellectuels d'une gauche se percevant héritière, bon gré mal gré, de mai 68. Celle-ci paraît obsédée par une idée figée de la laïcité d'État, en tant qu'apparente neutralité des corps. Elle ne prend nullement en compte les évolutions actuelles, et ne fait pas la différence entre un certain désir de spiritualité et l'embrigadement dans un mouvement politique. Même dans les cercles les plus fermés réfractaires, théoriquement à la coquetterie terrestre, la mode, par essence changeante, fluide et frivole, effectue sa percée par un marketing adroit. C'est que les principes de l'économie néolibérale pèsent sans doute plus lourd que les dévotions éthérées. Un exemple parmi tant d'autres. Les talibans interdisaient des chaussures à talons parce que le bruit fait par les femmes se déplaçant détournerait les hommes de leur dévotion. La démarche silencieuse semble requise par la piété et la convenance actuelle. C'est ainsi que les plus jeunes voilés portent immanquablement des baskets, en particulier de marque américaine Converse, à la mode. Et tant pis si le grand Satan en attendant envahit les pays musulmans. Nous y reviendrons à la fin du présent essai. La burqa afghane continue à soulever des controverses, mais en sens inverse de tout ce qui avait été entendu jusqu'ici. L'avant-dernière saison de la série télévisée américaine Homeland est diffusée aux États-Unis comme en France en 2014 à 2015, met en scène son héroïne névrosée, Carrie Mathison, agent de la CIA en mission en Afghanistan et au Pakistan, cependant filmée en Afrique du Sud, d'où les rues proprettes. L'affiche, sur tous les bus new-yorkais, montre l'actrice en foulard rouge se retournant au milieu d'une mer de femmes en burqa de couleur anthracite. Les critiques indignées de la part d'universitaires ont fusé de tous côtés contre cette représentation considérée impérialiste, réductrice et dégradante des femmes afghanes et musulmanes, qui prétendrait démontrer la supériorité naturalisée du personnage occidental. On est très loin de la rhétorique larmoyante des débuts de l'invasion américaine de l'Afghanistan, où ces mêmes femmes étaient des objets de pitié à secourir d'urgence. Chapitre 1 – Quelques considérations préliminaires. Enquêter sur une frontière en guerre. La première partie de la présente étude concerne la burqa et est basée, comme je l'ai dit, sur des recherches que j'ai menées, entre 2001 et 2010, dans les camps de réfugiés afghans au Pakistan puis en Afghanistan. La Durand Line, frontière établie jadis le long du Khyber Pass par les Britanniques, est tout à fait artificielle. Elle séparait le nord de leur empire, qui était appelé le Raj, de l'Afghanistan que les preux guerriers de la reine Victoria et ses descendants ne sont jamais arrivés à conquérir. Cette région fera partie du Pakistan formé en 1947 quand l'Empire britannique concéda l'indépendance au sous-continent indien, lors du processus appelé la partition qui sera décrit plus loin. Cependant, cette frontière, toute de papier pour ainsi dire, demeure très poreuse et constitue un contentieux permanent entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les nationalistes pashtuns des deux côtés ne cessent de réclamer la réunion de tous les territoires sur une base communautaire. Une même population, appelée Pathan sur le versant pakistanais, et Pashtun sur l'afghan habite depuis les temps immémoriaux ces terres. La culture pashtun est celle de l'ethnie dominante en Afghanistan, ainsi que toute une partie du nord Pakistan, surtout la province dénommée NWFP, Northwestern Frontier Province, rebaptisée récemment Khyber Pakhtunkhwa, KPK, qui comprend le fameux FATA, Federally Administered Tribal Areas Autonome. C'est le centre régional de tout le commerce de l'héroïne et de hashish, pour lesquels l'Afghanistan, depuis l'invasion américaine, est devenu le leader mondial. C'est ici que se cacha des années durant Osama Bin Laden, bien protégé par les rigoureuses traditions d'hospitalité pashtoune. Cette forte communauté est régie par un code silencieux, le Pashtunwali, un ensemble de consignes qui datent de l'époque pré-islamique et que l'on retrouve dans des sociétés anciennement nomades, surtout au Moyen-Orient. De nombreuses pratiques les rapprochent de celles des Kabyles décrits par Bourdieu. À la base de ce code, explicité par l'anthropologue norvégien spécialiste du monde pashtun Fredrik Barth dans ses études publiées à partir des années 1960, domine la préservation de l'honneur, pour lequel existent de multiples termes en langue pashtou. La femme, ensevelie ou non dans sa burqa, par un comportement réglementé autour de l'évitement de la honte, est venue à signifier le maintien de l'honneur collectif du groupe. Nous y reviendrons, car c'est bien ce facteur qui fait ressortir l'ambiguïté du voile.
Celui-ci symbolise à la fois ce statut d'exception, à la base honorable, tout en minorant dans la pratique celle qui le porte. L'intervention soviétique de décembre 1979 est à l'origine de la plus grande crise de réfugiés jamais connue, jusqu'à la guerre actuelle en Syrie, mettant plus de 6 millions de citoyens afghans, surtout d'origine rurale, sur les routes en direction de l'Iran et principalement vers le Pakistan. La situation en Afghanistan reste tellement difficile aujourd'hui qu'un bon nombre de réfugiés afghans et leurs descendants sont préférés, 35 ans plus, tard demeurer sur le sol pakistanais. L'UNHCR fait état d'1,5 million de réfugiés officiels dont la majeure partie n'a jamais vu la terre dont ils sont originaires. Mais dans la réalité, puisqu'ils ne sont pas vraiment comptabilisés, il faut probablement doubler ce chiffre. Les hommes des communautés Pashtun et Pathan ont perdu toute notion de lien fraternel qui les unissait à leur arrivée, à partir de la fin 1979, exacerbant à présent leurs différences parce qu'ils sont en concurrence pour les mêmes ressources, situation que l'on retrouve régulièrement dans des régions frontalières en guerre. Les premiers se décrètent pakistanais et légitimes en face de réfugiés clandestins, même s'ils partagent langue et culture. Cependant, les façons de faire des femmes rurales de part et d'autre sont demeurées quasiment identiques. La continuité est assurée dans l'ère domestique que la législation étatique ne touche pas, par exemple pour les droits des femmes, y compris la question de la scolarité des filles, pourtant inscrite dans les constitutions pakistanaises et afghanes. Les mariages se réalisent selon les mêmes critères et tout est codifié. Les relations interfamiliales, la séparation des sexes, la valorisation des garçons au détriment des filles, y compris l'inégalité alimentaire insuffisamment documentée par les politiques de santé, l'obligation de la burqa qui tous demeurent quasiment inchangés dans les milieux ruraux Pathan et Pashtun au Pakistan comme en Afghanistan. Les différences aujourd'hui se situent tout au plus au niveau de l'accès à la scolarité et à Internet, difficile pour ne pas dire impossible en milieu rural afghan, surtout au sud. La situation est plus aisée au Pakistan pour diverses raisons, y compris la présence des infrastructures étatiques dont l'électricité, même si les militants talibans régionaux sont particulièrement virulents. Les observations recueillies entre 2001 et 2005 dans les camps concernant la respectabilité féminine, le maintien de l'honneur, le port de la burqa mais aussi l'arrivée de la mode chez les jeunes sont tout à fait cohérentes avec ce que j'ai pu voir par la suite en Afghanistan et sont valables aujourd'hui encore. Les éléments traditionnels offrent le seul mode de continuité dans un monde extérieur considéré encore plus brutal par sa capacité de transformation soudaine. Cependant, il ne s'agit pas de sociétés monolithiques à jamais fossilisées, condamnées à ne pas évoluer. Aucune culture n'a jamais été entièrement fermée sur elle-même, hermétiquement bouchée aux influences extérieures, processus intensifié la mondialisation. Même dans la vie des filles qui vivent dans ces villages reculés, il faut prendre en compte les apports matériels de la société de consommation et l'influence des médias, quand ceux-ci n'ont pas été bannis par les leaders néo-talibans de la région et depuis fin 2014, leurs nouveaux concurrents, les branches locales de Daesh. C'est ainsi que se glisse discrètement l'ambition murmurée d'un destin féminin autre, fait de possibilités alternatives, même la proposition d'une autonomie impensable autrefois. Outre l'influence occidentale, il faut ajouter les apports de l'Inde, de l'Iran qui constituent de puissants contre-exemples à la fois du modèle occidental stéréotypé et de la réalité afghane. Ce sont les femmes néanmoins, qui font encore et toujours les frais de toute transgression, comme le montre la tentative d'assassinat de la jeune Malala Yousafzai, à qui sera décerné le prix Nobel en 2014. Cette native de la zone Pathan de Swat au Pakistan, à l'âge de 11 ans tenait un blog publié par la BBC, pour dénoncer les abus des talibans dans sa région, raison pour laquelle ceux-ci tentèrent de la tuer en 2012. Outre l'aspect de trahison, ce qu'on reprochait à Malala, c'était de s'exposer personnellement dans l'espace public élargi, même virtuel, en tant que personne de sexe féminin. Son sort n'aurait pas été le même si elle avait été un garçon. La transgression est multiple. D'abord à l'école, ce que les talibans et consorts interdisent aux filles, puis dans cet espace infini qu'est Internet. Elle se dévoile tout en dévoilant sa communauté dans tous les sens du terme. Dans les territoires Pashtun où la burqa est portée aujourd'hui, à la zone frontalière du Pakistan près de Peshawar et une bonne partie de l'Afghanistan, c'est bien l'influence islamiste qui domine sur toute autre institution,
dérivé des talibans et des moudjahidins au pouvoir lors de la guerre civile, reprise et démultipliée dans d'autres régions dont Kunduz par Daesh. L'actuelle religion d'État n'est pas le traditionnel islam plutôt mystique et comparativement bienveillant décrit par Michael Barry, qui caractérisait jadis l'Afghanistan, mais un islam dur, fondé une lecture littérale du Coran et de la Sunna, selon les doctrines salafistes et wahhabites qui prêchent le retour aux sources les plus austères. Le recours sans nuance, aux textes religieux sert à légitimer des pratiques coutumières qui régissent réellement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.